Bonjour à toutes et à tous. Deuxième séance dans le cadre du cours de la responsabilité civile du semestre 3 de l'année universitaire 2020-2021. La première séance était une introduction à la matière. Donc, dans cette première séance, on a insisté sur la notion de la responsabilité. Une notion qui se trouve au cœur de chaque système juridique et qui traduit tout simplement l'idée que chacun doit répondre de ses actes et assurer les conséquences de ses actions. Donc, le responsable, c'est celui qui doit répondre de ses actes. Ça, c'est la responsabilité d'une manière générale. En particulier, la responsabilité civile peut être définie comme l'obligation de réparer un préjudice causé à autrui. Donc, on parle d'une obligation de réparation. En droit de la responsabilité civile, le cours tourne autour de cette obligation de réparation. La victime reçoit réparation. Souvent, cette réparation est sous forme du versement d'une somme d'argent qu'on appelle dommages et intérêts. Rarement que cette réparation peut être en nature. On aura l'occasion de revenir à ces deux formes de la réparation. Donc, lorsque cette obligation trouve sa source dans un contrat, on parle alors d'une responsabilité contractuelle. Et lorsque cette obligation est née en dehors de tout cadre contractuel, c'est-à-dire il n'y avait pas de contrat entre les parties, on parle d'une obligation délictuelle. Et on l'appelle aussi, on parle d'une responsabilité délictuelle. Donc responsabilité délictuelle, et on l'appelle aussi une responsabilité extra-contractuelle. On aura le temps de revenir sur cette distinction responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle. Mais ce qu'il faut retenir que l'essentiel des cours ont étudié la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle. Donc, ça c'était l'introduction, la séance précédente consacrée essentiellement à la notion de la responsabilité. Donc, ce qu'il faut retenir que la responsabilité civile traduit l'idée de la réparation, l'obligation de réparation d'un préjudice causé à autrui. À la fin de notre introduction, nous avons annoncé le plan de notre cours composé de 3 titres. Le titre premier, généralité sur le droit de la responsabilité civile. Le titre deuxième, et c'est le fond de la matière, dans lequel on va exposer les conditions de la responsabilité civile d'une manière plus simple. Si vous avez causé un dommage à autrui, à un proche, un voisin ou un lointain, comment le droit va procéder pour régler cette situation? Lorsqu'il va régler cette situation, c'est-à-dire soit assurer la réparation, soit réfuter toute prétention à la réparation. Et enfin, titre troisième, la mise en œuvre de la responsabilité civile, c'est-à-dire essentiellement l'action en responsabilité civile. Commençons par le titre premier. Titre premier, généralité sur le droit de la responsabilité civile. Ce titre va nous permettre de comprendre le cadre global de la responsabilité civile, la philosophie de la responsabilité civile et même la finalité de la responsabilité civile qu'on va voir dans le chapitre premier. Et en même temps, dans le cadre de ce titre, on va tracer les frontières entre la responsabilité civile et les autres types de responsabilité, notamment la responsabilité pénale, et en même temps, on va voir la distinction de la responsabilité
civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle. Donc, lorsqu'on parle de la responsabilité civile, donc ça se compose en deux. Responsabilité civile contractuelle, lorsque les parties sont dans le cadre d'un contrat. Responsabilité civile délictuelle, lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les deux parties. Et lorsqu'on parle d'une responsabilité pénale, on verra. Donc ça, c'est un autre type de responsabilité. Donc ça, c'est responsabilité pénale. Et on pourrait même parler d'une responsabilité administrative. Donc on aura l'occasion de revenir à ces distinctions dans le chapitre 2e qu'on a nommé le domaine de la responsabilité civile. Donc d'abord, chapitre 1er, fonctions et fondements de la responsabilité civile. Dans le cadre de ce chapitre, nous allons étudier d'abord les fondements de la responsabilité civile, ensuite les fonctions de la responsabilité civile. Donc section première, les fondements de la responsabilité civile. D'abord, il faut s'arrêter sur le terme fondement. Donc, puisqu'on étudie les fondements de la responsabilité civile et le sens qu'on cherche dans le cadre de le développement du terme ou du mot fondement. Lorsque vous entendez fondement juridique, lorsque je vous dis par exemple quel est votre fondement juridique, on veut dire par fondement juridique, c'est-à-dire la base juridique, la base légale sur laquelle vous pouvez prétendre demander un droit ou fonder une prétention. Généralement, la base juridique, le fondement juridique, c'est un texte de la loi ou ça peut être une jurisprudence. C'est-à-dire, quelle est la règle du droit? C'est ça le fondement juridique, c'est-à-dire quelle est la règle de droit qui va constituer le fondement ou la base de votre prétention, de votre demande. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le fondement juridique. Donc, en droit, à chaque fois qu'on souhaite demander quelque chose en justice, on ne peut pas y aller sans avoir un fondement juridique, c'est-à-dire une règle de droit, du droit objectif qui va nous permettre d'avoir cette possibilité de réaliser un droit subjectif. Ça, c'est pour revenir au cours de introduction à l'étude de droit. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par fondement juridique. Mais nous, on utilise le mot fondement dans un sens différent. Donc, nous, on parle d'un fondement de la responsabilité civile dans ce chapitre. On aura bien sûr le temps de revenir au fondement juridique dans les développements qui vont suivre essentiellement dans le titre deuxième. Donc, lorsqu'on parle du fondement de la responsabilité civile, c'est essayer de rechercher les explications et les justifications intellectuelles, philosophiques, je dirais même logiques, de la responsabilité civile. Plus exactement, ça consiste à poser la question et à laquelle on doit répondre en même temps. Pourquoi l'auteur d'un dommage se trouve-t-il dans l'obligation de le réparer? Donc je repose la question autrement, en se demandant pourquoi il est juste de faire assumer le responsable la charge du dommage. Donc là on parle donc c'est une explication intellectuelle, c'est une explication logique, philosophique. Pourquoi le responsable doit réparer le dommage? La réponse est simple dans son principe. C'est parce qu'il a commis une faute. Une réponse qui est simple en apparence, insuffisante et inadaptée dans sa substance. La réponse est simple en apparence car auparavant, la responsabilité délictuelle a été fondée principalement et uniquement sur la faute. Aujourd'hui, ce fondement de la faute est de plus en plus en recul. Donc, ce qu'il faut retenir avant, et même pour
et même pour le moment. Donc, le fondement principal de la responsabilité civile, c'était la faute. Donc, je veux dire par le fondement, c'est-à-dire pourquoi on doit répondre, pourquoi le responsable doit réparer le dommage. La réponse, c'est parce qu'il a commis une faute. Parce qu'il a commis une faute qui a causé un dommage à autrui, il doit le réparer. Ce fondement, je viens de dire, qui est insuffisant et inadapté. Pourquoi insuffisant et inadapté? Supposons que cette personne n'a pas commis une faute et pourtant il a causé un dommage. Donc, est-ce qu'il ne doit pas réparer le dommage? Ou est-ce qu'il est juste de laisser la victime sans réparation dans la mesure où le responsable ou l'auteur du dommage n'a pas commis de faute? Donc, raison pour laquelle l'évolution du droit de la responsabilité civile va conduire à trouver d'autres explications fondées pas uniquement sur la notion de la faute, mais également sur le risque, sur le fondement de la garantie, et on parle même aussi d'un principe de solidarité ou un principe de précaution. Nous allons aborder dans le cadre de cette section d'abord la faute, puis les autres fondements de la responsabilité civile. Paragraphe 1er, la faute. On vient de le dire, la faute est considérée comme le fondement de la responsabilité civile. Mais elle n'est pas le seul fondement, et malgré le recul de la faute comme fondement de la responsabilité civile, elle occupe toujours en droit marocain une place importante et considérée comme un élément clé pour engager la responsabilité de l'auteur d'un dommage. Et on parle d'un principe général et ouvert de la responsabilité civile. Qu'est-ce que ça veut dire un principe général? Qu'est-ce que ça veut dire? La faute comme fondement de la responsabilité civile est considérée comme un principe général et ouvert de la responsabilité civile. Général parce que toute faute, y compris s'il s'agit d'une simple imprudence ou d'une simple négligence, est considérée comme une faute. L'article 77 d'ailleurs des obligations du contrat ne dit tout fait quelconque de l'homme. Donc tout fait de quelconque, c'est très général et même une simple imprudence, elle peut être considérée comme une faute. Un principe ouvert. Ouvert, c'est-à-dire que la faute comme fondement de la responsabilité civile est instaurée dans les trois types de la responsabilité, aussi bien par le Code civil français qui a inspiré ensuite le Daïr des obligations et du contrat marocain. Instauré dans les trois types de responsabilité. Ça, on va l'étudier plus tard. Dans la responsabilité civile délictuelle, extra-contractuelle, on parle de trois types de responsabilité. On a la responsabilité des faits de la personne, la responsabilité des faits d'autrui et la responsabilité des faits des choses. La responsabilité des faits de la personne, c'est-à-dire la personne par sa faute, c'est lui-même le responsable. L'auteur du dommage et le responsable, c'est la même personne. Ils sont identifiés dans une seule personne. La responsabilité des faits d'autrui, l'auteur du dommage et le responsable sont deux personnes différentes. Je vous donne un exemple. L'employeur, dans la responsabilité des faits d'autrui, l'employeur est responsable du fait de son salarié. Pourquoi? Pour revenir à la faute comme fondement, pourquoi l'employeur est responsable alors que c'est le salarié qui a commis la faute? Donc on revient à la notion de la faute, on considère que l'employeur est responsable parce qu'il a aussi commis une faute dans le choix de son employé ou de son salarié, dans les instructions qu'il aurait dû ou n'aurait pas dû donner à son salarié. Donc ainsi, il est responsable parce que lui aussi il a commis une faute. Dans la responsabilité des faits de la chose, c'est-à-dire que le dommage a été réalisé
par l'intermédiaire d'une chose. Le propriétaire de la chose ou celui qui a le pouvoir de la chose, il a aussi commis une faute dans la surveillance de cette chose, par exemple une chose, un animal, un chien, il a commis une faute dans la garde de cette chose. Donc c'est ainsi qu'on dit que la faute comme fondement, c'est un principe ouvert aux trois types de la responsabilité. Quant aux origines de la faute comme fondement de la responsabilité civile, on dit qu'elle trouve ses origines dans une vision subjective et morale de sanctionner l'auteur d'un comportement illicite et fautif. Et ainsi, on justifie souvent la responsabilité par une faute et on parle d'une responsabilité subjective. Lorsque vous entendez une responsabilité subjective, c'est-à-dire une responsabilité fondée sur la faute, avec une vision subjective, c'est-à-dire moraliste, elle est touchée à la personne. Lorsqu'on dit subjective, c'est-à-dire elle est touchée, elle est très proche de la personne. Donc voilà ce qu'on veut dire par la faute comme fondement. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la faute? Que signifie la faute? Dans une définition, dans un sens général, la faute évoque une défaillance, un manquement à une règle. Il n'implique pas forcément à chaque fois une blâme morale ou une reproche morale. Et c'est ainsi que parfois on dit une faute d'orthographe, une faute de jeu. Donc, en général, c'est un manquement à une règle ou une défaillance quelconque. La définition que nous donne l'article 78 du Daïr des obligations du contrat considère la faute, ou la faute, selon ce texte-là, la faute consiste soit à omettre ce qu'on a été tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir. Vous remarquez bien que cette définition reste très vague et difficilement saisissable dans son contenu. Elle nous dit la faute consiste à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir. Donc celui qui est fautif, celui qui a fait quelque chose alors qu'il ne devrait pas le faire, ou celui qui n'a pas fait quelque chose alors qu'il devrait le faire. Donc vous remarquez très bien le caractère vague et difficilement saisissable du contenu de cette définition de l'article 78 du Daïr des obligations du contrat. Et lorsque le texte de la loi est relativement ambigu ou pas très clair, vient le rôle des autres sources de la règle de droit, comme la doctrine ou la jurisprudence, pour donner plus de précision, plus d'éclaircissement à cette notion de la faute. C'est ainsi qu'on va voir des explications ou des analyses ou des approches de la doctrine par rapport à la notion de la faute. L'analyse, on va commencer d'abord par l'analyse de la doctrine et l'analyse classique. La doctrine classique, dans sa conception, envisage la faute comme un fait illicite imputable à son auteur. Donc c'est la définition célèbre qu'on a de la doctrine classique, un fait illicite imputable à son auteur. Cette définition fait apparaître deux éléments, un élément objectif et un élément subjectif. L'élément objectif, c'est l'illicité résultant d'une atteinte à un droit ou à un manquement à une obligation ou à un devoir. Donc c'est illicite de manquer à un devoir ou à une obligation. L'élément subjectif, c'est l'imputabilité. Que signifie l'imputabilité? L'imputabilité signifie que l'auteur doit avoir agi en pleine conscience de l'acte qu'il a accompli pas. Il doit en avoir compris la nature et la portée. Autrement dit, et toujours selon la conception classique, l'auteur de la faute doit être doté d'une capacité de discernement. C'est-à-dire lorsqu'il a commis cette faute, pour lui reprocher cette faute,
il est considéré comme fautif et engagé la responsabilité civile. Au moment où il a commis cette faute, il doit en avoir compris la nature et la teneur et la portée. C'est ce qu'on veut dire par l'élément subjectif de la faute telle qu'expliquée par l'analyse classique. Cette analyse classique va être critiquée par l'analyse moderne de la faute. L'analyse moderne va reprocher à l'analyse classique de la faute notamment l'imprécision de son élément subjectif. Deuxième point, elle va lui reprocher aussi la connotation excessivement, c'est-à-dire exagérée, de l'élément subjectif et moral. Et elle va proposer donc une définition. Là, on va retenir une définition célèbre de la doctrine qui figure dans un livre, dans le traité de la responsabilité civile des auteurs des frères Mazot. Cette définition ne dit que la faute est une erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été commise par la personne la plus avisée. La faute est une erreur de conduite, donc là elle essaye de définir la faute, c'est une erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été commise par la personne la plus avisée. C'est-à-dire la personne la plus consciente, la plus avisée n'aurait pas commis cette faute. Et donc c'est une erreur de conduite. Vous remarquez là qu'on essaye de détacher la notion de la faute de l'élément subjectif par le fait de lui dire c'est une erreur. Donc rappelez-vous, on a étudié l'année dernière l'erreur. Lorsqu'on a étudié l'erreur comme vice de consentement, on a dit que on distingue donc l'erreur n'a pas cette connotation moraliste. Et on a dit que l'erreur, on est distinguée de la faute. En arabe, on dit l'erreur khata, tout le monde peut se tromper, et la faute, al-ghalat. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire en arabe, me semble-t-il. Donc, la faute, elle essaye en quelque sorte, donc la définition moderne, elle essaye en quelque sorte de détacher la définition de la faute de l'élément subjectif pour le considérer comme une erreur de conduite. Ainsi, les auteurs modernes ou l'analyse moderne ne va pas remettre en cause l'élément objectif, mais plutôt l'élément subjectif qui réside principalement dans ce qu'on vient de voir, dans l'imputabilité. Elle considère que l'imputabilité n'est pas une composante de la faute. Et on constate ainsi la différence entre l'analyse moderne et l'analyse classique. L'analyse classique adopte une approche subjective, et c'est pour ça que vous allez lire dans les ouvrages de droit responsabilité subjective ou une approche subjective. Lorsque vous lisez une approche subjective, voilà ce qu'on veut dire par l'approche subjective de la responsabilité. Une analyse moderne, elle va nous proposer plutôt une approche où elle va opter pour une approche plus objective. Objective, donc en essayant de détacher, de donner moins d'importance au fait de la connotation morale, au fait d'un jugement de valeur, d'un jugement subjectif. Donc la faute subjective, pour bien comprendre les choses, la faute subjective, elle implique toujours un jugement de valeur d'une chose, une certaine réprobation sociale, un reproche social à celui qui a commis une faute subjective, n'aurait pas dû le faire, il a manqué à un comportement moral. Je vous donne un exemple d'une faute. Donc, on va partir du fait d'un comportement neutre à une faute subjective ou un comportement positif. Donc, la faute subjective, un jugement moral, c'est-à-dire de dire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Pour l'analyse moderne, il ne faut pas, donc une fois que le comportement a causé un dommage, donc on prend en considération essentiellement
le comportement objectif. Donc on n'est pas obligé de le juger pour dire que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Je vous donne un exemple. Une personne qui marche dans la rue, c'est un comportement neutre, quelque chose. Cette personne va jeter quelque chose par terre de la poubelle, au lieu de la mettre dans la poubelle, il va la jeter. Donc le jugement moral va nous dire il a fait quelque chose de mal. Cette personne, dans le cadre de son comportement, il ramasse quelque chose par terre pour la mettre dans le poubelle. On va dire il a fait quelque chose de bien. C'est ça ce qu'on appelle le jugement moral. Donc la faute subjective, elle implique toujours un jugement de valeur, un jugement de dire si quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Or, pour l'analyse moderne, il ne faut pas prendre en compte cet élément moral dans la conception de la faute. Ainsi, la responsabilité civile est détachée partiellement de la faute. Mais son importance est toujours remarquée en droit marocain. Malgré le recul de la faute, elle garde toujours une certaine importance en droit marocain. L'article 77, par exemple, qui est le fondement de la responsabilité civile, ne dit ou dispose que tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement. Le fait que je souligne sur sciemment et volontairement, donc ça montre l'aspect subjectif ou la connotation subjective de la faute. Donc la faute, elle garde toujours une certaine importance en droit marocain. Mais l'évolution de la responsabilité civile, d'une approche subjective fondée essentiellement sur la faute, à une approche objective fondée pas uniquement sur la faute, mais aussi sur d'autres fondements. Ces fondements sont la garantie et le risque qu'on va voir dans le paragraphe 2e. Paragraphe 2, le risque et la garantie. On vient de le dire, la faute comme fondement de la responsabilité civile va apparaître insuffisante et inadaptée pour expliquer les cas de la responsabilité civile. Dans la plupart du cas, des dommages résultés du progrès technologique et de la nature de l'activité humaine sont alors qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'auteur ou à la personne qui pourrait être considérée comme responsable. Dans ce cadre, deux fondements supplémentaires ont été proposés, le risque et la garantie. Grand A, le risque. La théorie de risque a été apparue notamment en raison de l'apparition ou en raison de la révolution industrielle et le développement de la machine, des machines qui créent plus de risques. Ainsi, des dommages vont être résultés de ce développement industriel et de ce progrès technologique indépendamment de l'activité humaine, c'est-à-dire sans reprocher ou sans qu'il y aurait une faute reprochée au responsable. Donc rappelez-vous, on étudiait les fondements de la responsabilité civile. Donc on disait que le pourquoi, comment on expliquait que le responsable doit payer pour réparer le dommage. On dit parce qu'il a commis une faute, parce qu'il y a une faute. Il est apparu que parfois il n'y avait pas de faute. Et s'il n'y avait pas de faute, c'est parce qu'il y a le risque. C'est ainsi la théorie de risque ou la théorie de la garantie. On est en train d'étudier la théorie de risque dans le grand A. C'est une théorie qui était développée par la doctrine au début du XXe siècle, on l'a dit, notamment par rapport à la révolution industrielle et le développement des machines.
Mais quel est le contenu? Qu'est-ce qu'on veut dire par le risque? Qu'est-ce qu'on veut dire plus exactement par la théorie des risques? À la différence de la faute, où il y a une conception subjective, malgré la présence d'un élément objectif aussi, la conception objective, à la différence de risque, euh, à la différence pardon, de la faute, le risque repose sur une conception objective de la responsabilité. Il découle d'une idée simple selon laquelle celui qui, par son activité, a créé un risque dont il est dont est dont dont est résulté un dommage doit en supporter les conséquences. Donc celui qui a créé un risque par la nature de son activité doit en assumer les conséquences. On illustre cette théorie de risque par trois éléments. L'élément de risque créé, risque profit ou risque autorité. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces illustrations? Risque créé, c'est-à-dire tout simplement celui qui profite d'une activité doit en assumer les risques. Risque, donc ça c'est le risque profit. Celui qui profite d'une activité doit en assumer les risques. Prenons un exemple concret pour bien comprendre les choses. Un employeur qui profite des machines par une production accélérée doit en assumer, c'est parce qu'il profite qu'il doit en assumer le risque et réparer en cas de dommage. Et en même temps, le risque créé, c'est-à-dire que celui qui par son activité crée un risque, lorsque par l'activité d'une personne, c'est lui qui crée le risque, donc il est normal que celui qui va supporter les conséquences de ce risque. Lorsque une personne va conduire une voiture, c'est lui qui crée le risque par la conduite, et notamment lorsqu'il conduit avec une vitesse, je ne vais pas dire excessive, mais euh, par l'augmentation de vitesse, il y a une création de risque. Donc celui qui crée le risque, en quelque sorte, il doit assumer, il doit assumer les conséquences de cette création de risque. Enfin, dernier élément de l'illustration de la théorie des risques, le risque autorité, c'est-à-dire celui qui exerce un pouvoir ou une autorité sur la personne à l'origine de dommages doit assumer les conséquences et risque autorité. Employeur, c'est celui qui exerce une autorité sur les salariés et les employés, c'est à lui de réparer les dommages en cas de survenance d'un préjudice. Et pareil, par exemple, le père et la mère exercent une autorité sur leur enfant, pareil, ils doivent réparer les conséquences du dommage euh, causé par les personnes sur lesquelles ils exercent leur autorité ou leur euh, pouvoir. Cette théorie de risque, c'est-à-dire celui qui crée les risques, celui qui profite du risque, va en assumer les conséquences, s'explique même au niveau économique. Au niveau économique, on va imputer les risques sur celui qui profite d'une activité. Lorsqu'on va lui imputer, c'est-à-dire celui de réponse, lui-même, il va faire, ou cela va l'inciter davantage à prendre plus de précautions. Exemple plus concret pour bien comprendre, exemple d'un employeur qui a des machines, donc il sait que s'il y a un dommage causé par ces machines ou par l'intermédiaire de ces machines, il doit assumer les conséquences, donc ainsi il va prendre ses précautions parce qu'il sait qu'en fin de compte c'est lui le responsable. Comment il va prendre ses précautions? Donc il doit veiller à l'entretien des machines, il doit faire des réparations nécessaires, etc.
Donc c'est en même temps au niveau de l'analyse économique, c'est en même temps une incitation davantage à prendre plus de précautions. Donc, voilà comment s'explique, voilà le contenu de la notion ou de la théorie de risque. À côté de la théorie de risque comme fondement de la responsabilité civile, on a aussi la garantie. Grand B, la garantie. Dans la théorie de la garantie ou dans la garantie comme fondement de la responsabilité civile, à la différence de la faute et même de risque, dans la théorie de la garantie, on se place du côté de la victime pour retenir que la victime, celle-ci, est titulaire d'un droit de sécurité dont la violation doit être réparée. Donc dans le risque et dans la faute, on se place du côté de la responsable. On dit la personne responsable a commis une faute, la responsable a créé un risque. Donc, mais dans la garantie, on se place plutôt du côté de la victime. On doit garantir la réparation à la victime. Donc l'idée principale, c'est qu'il faut partir de l'appréciation de ce type de dommage causé à la victime et non du comportement du responsable. Donc c'est ainsi qu'on dit qu'on se place du côté de la victime et non en essayant de prendre en considération le comportement de la personne responsable. C'est ainsi certains dommages graves doivent être dans tous les cas être garantis et recevoir réparation sans prendre en considération, ou abstraction faite du comportement de la personne responsable, et notamment lorsqu'il s'agit d'un dommage corporel. Au niveau pratique, lorsqu'il y a un accident de circulation, donc notamment lorsqu'il y a un dommage corporel, on doit assurer à la victime une réparation, même s'il n'y a pas de faute, notamment lorsqu'il s'agit d'un dommage grave corporel. Donc cette idée de garantir réparation à la victime dans tous les cas. Donc c'est l'idée qui justifie ou qui explique la garantie comme fondement de la responsabilité civile. Donc voilà les explications ou les justifications logiques et intellectuelles qui sont considérées comme fondement de la responsabilité civile. C'est-à-dire la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est le pourquoi. Pourquoi il est juste que l'auteur d'un dommage doit le réparer, doit être considéré comme responsable. On a dit que cela s'explique dans un premier temps par la faute. La faute est apparue insuffisante et on a expliqué cette réparation par l'idée de la garantie de risque lorsque le dommage est arrivé, même en l'absence d'aucune faute. Donc c'était la section première dans laquelle on vient de voir les fondements de la responsabilité et des fondements de la responsabilité civile délictuelle. Section deuxième, les fonctions de la responsabilité civile. Section 2, les fonctions de la responsabilité civile. On a défini le droit de la responsabilité civile comme l'ensemble de règles permettant à la victime d'obtenir réparation pour le préjudice subi. De cette définition, c'est-à-dire que le droit c'est essentiellement va permettre, ce sont des règles visant à donner réparation à la victime. De cette définition, on va déduire la fonction principale du droit de la responsabilité civile, et la fonction principale et essentielle, c'est la réparation. À côté de la réparation, le droit de la responsabilité civile peut aussi conduire à la punition de l'auteur du dommage. Deuxième fonction de la responsabilité civile. Et enfin, l'évolution récente insiste de plus en plus sur la fonction préventive. Ainsi, réparer, prévenir, punir sont les trois fonctions de la responsabilité civile qu'on va voir dans le cadre de 3 paragraphes de la section numéro 2. Paragraphe premier, réparer ou la fonction de la réparation. La fonction de la réparation
est la fonction principale et essentielle du droit de la responsabilité civile. Et c'est exactement ce qu'on a dans l'article 77 du Code civil qui nous dit tout fait quelconque de l'homme qui cause sciemment et volontairement à autrui un dommage oblige son auteur à réparer le dit dommage. Donc on parle essentiellement de la réparation. La réparation, c'est la fonction essentielle et traditionnelle du droit de la réparation, de la responsabilité civile. Et on considère même que le droit de la réparation civile et le droit de la responsabilité civile et le droit de la réparation des dommages injustement causés. Mais qu'est-ce que c'est que la réparation ou que signifie ou quel sens donner au mot la réparation? Dans la définition de la notion de la réparation, c'est l'indemnisation de la victime, généralement par des dommages et intérêts compensant le préjudice subi. C'est l'indemnisation de la victime par des dommages et intérêts, c'est-à-dire le versement d'une somme d'argent visant à compenser le préjudice subi. L'objectif, c'est essayer d'effacer le dommage. Donc je dis bien essayer de d'effacer le dommage, parce que toujours une fois le dommage est arrivé, c'est toujours difficile de l'effacer totalement. En français, on a une expression qu'on dit le mal est déjà fait. Donc une fois le mal est déjà fait, c'est difficile de l'effacer totalement, mais on va essayer à travers la réparation, à travers le versement d'une somme d'argent, d'effacer le dommage en rétablissant l'équilibre détruit par le dommage. Qu'est-ce qu'on veut dire par rétablir l'équilibre détruit par le dommage? Au départ, on avait une situation donnée, c'est-à-dire avant la survenance d'un dommage. Le dommage ou le préjudice a conduit à un déséquilibre de la situation, ça se transforme, on se trouve devant une autre situation, une personne qui a subi des blessures ou des souffrances ou des pertes d'argent. Donc le but de la réparation du droit de la responsabilité civile à travers cette fonction de la réparation est de revenir à la situation de point de départ, ce qu'on appelle rétablir l'équilibre détruit par le dommage. Cette fonction, cette notion de rétablir l'équilibre, elle nous vient de la jurisprudence française qui nous dit, donc là je vous lis un arrêt de la jurisprudence française qui nous dit que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, donc établir l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle serait trouvée si l'acte dommageable n'était pas produit. Deuxième partie de cet énoncé de la jurisprudence française, donc c'est replacer la victime aux dépens des responsables, c'est-à-dire on va replacer la victime sur la charge, donc c'est le responsable qui va prendre en charge cette opération de rétablir l'équilibre. On va le replacer dans la situation où elle se trouvait si l'acte dommageable n'était pas produit. C'est ce que je vous ai dit au départ. Donc, on va revenir au point de départ. C'est ce qu'on veut dire par la réparation et l'objectif de la réparation. Dans cette fonction de la réparation, on a un principe connu qu'on appelle le principe de la réparation intégrale. Ce principe vise à réaliser ce qu'on appelle une adéquation quantitative entre le préjudice et la réparation. C'est-à-dire on doit voir donc une adéquation, donc un certain équilibre entre adéquation quantitative entre le préjudice, entre ce que la personne a perdu dans le cadre de ce préjudice et la réparation et ce qu'il va obtenir. Ce qu'il a perdu, ce qu'il va obtenir, le but, donc ce principe de la réparation intégrale, donc il y aura une certaine adéquation
entre les deux. Et on a une formule célèbre qui nous dit la réparation en droit de la responsabilité civile, c'est la réparation du dommage, rien que le dommage, sans perte ni profit pour la victime. Donc le but de ce principe, c'est éviter que la victime puisse s'enrichir à travers la réparation ou une utilisation excessive du droit de la responsabilité civile dans le cadre d'obtenir des réparations. C'est ce qu'on a par rapport à ce principe de la réparation intégrale de la victime. Mais parfois, on a des dommages difficilement réparables, on peut dire des dommages presque irréparables. On a dit que dans la réparation, essentiellement, ça consiste en le versement de dommages et intérêts, qui est une somme d'argent. Elle vise à donner une certaine satisfaction matérielle ou morale à la victime. Donc, le droit de la responsabilité, la théorie juridique, l'intelligence humaine n'a pas trouvé autre moyen pour la réparation que de verser de l'argent. Le pouvoir magique de l'argent. Donc, elle donne satisfaction quelle que soit la situation. Donc, le but, c'est donner une certaine satisfaction matérielle ou morale à la victime à travers le versement d'une somme d'argent. Lorsque le dommage est un dommage ou un préjudice intégralement matériel, on peut parler d'une réparation complète. Mais il existe des situations difficiles à être rétablies. C'est-à-dire où la réparation, c'est difficile de parler d'une réparation intégrale. Par exemple, lorsqu'on a une souffrance physique ou morale, la perte d'un cher, donc celui qui a perdu une personne, une proche, un père ou un enfant, donc c'est difficilement, quelle que soit la réparation, c'est difficilement d'arriver à cet objectif de la réparation intégrale du préjudice. Donc malgré que l'attribution d'une somme d'argent, elle vise ou elle a pour objectif de donner une certaine satisfaction, mais la difficulté par rapport à certains types de dommages que c'est difficile d'obtenir une satisfaction totale et le droit, c'est une science sociale. Dans le domaine de sciences sociales, c'est toujours difficile d'obtenir l'absolu ou les choses d'une manière totalement complète. Paragraphe 2. Prévenir. Donc on vient de dire que parfois c'est difficile de réparer certains préjudices, raison pour laquelle prévenir vaut mieux que guérir. Comment le droit de la responsabilité civile joue cette fonction de prévention? D'abord, on sait très bien que le régime de la responsabilité civile se déclenche, les règles se déclenchent une fois que le dommage est arrivé, une fois lors de la survenance d'un dommage. Mais lorsqu'on dit que la personne responsable doit assumer les conséquences de ses actes futurs, il doit répondre de ses actes. Donc, être conscient, avoir cette conscience de cette réalité que si je suis totalement conscient que si je commets un acte illicite ou que je cause un dommage, je dois répondre de mes actes. Cette conscience va m'inciter n'importe quelle personne à adopter un comportement prudent, à prendre en compte toutes les précautions nécessaires afin de prévenir la survenance de dommages. Voilà ce qu'on veut dire d'abord dans un premier temps par la prévention ou le fait que le droit de la responsabilité civile alimente une conscience ou l'incite à prendre les précautions nécessaires afin d'éviter la survenance de dommages. Et pas uniquement cet aspect, le droit de la responsabilité civile peut dans certains cas empêcher même la survenance d'un dommage.
C'est ce qu'on appelle, empêcher la survenance d'un dommage, ce qu'on appelle agir en amont ou agir en aval. Dans la mesure où la prévention, ce n'est pas attendre que le préjudice soit causé pour condamner ensuite le responsable, mais dans cette situation ou dans cet aspect, le droit de la responsabilité civile offre la possibilité d'empêcher ce préjudice, d'empêcher la survenance même de préjudice. Et cela, c'est, l'exemple qu'on a, c'est notamment en matière des délais de presse. Délais de presse, c'est-à-dire des publications diffamatoires, donc une publication dans un journal ou une publication ou une émission de télé ou même un livre qui contient des choses qui sont diffamatoires ou des insultes ou des choses qui touchent à la vie privée. Donc ce sont des choses qui vont causer un dommage à autrui, des mensonges, etc. Le droit de la responsabilité civile peut permettre d'empêcher la survenance de ce dommage-là, d'empêcher, c'est-à-dire de saisir ou d'interdire la publication d'un journal ou interdire la publication d'une émission de télé ou d'interdire l'édition d'un livre. Donc ce qu'on appelle empêcher, c'est-à-dire avant même la survenance du dommage. C'est un autre aspect de la fonction de la prévention. Dernier point par rapport à cette fonction de la prévention, le principe de la précaution. Le principe de la précaution se développe de plus en plus dans la théorie juridique et plus exactement en droit de la responsabilité civile. Donc, un principe qui vise à renforcer l'exigence de prendre les précautions nécessaires ou l'exigence de prudence, cela en présence juste d'un doute sur un risque éventuel. Donc, précaution, c'est-à-dire on a des doutes sur la survenance d'un risque et on essaye de se servir de ce principe de précaution dans le cadre de la responsabilité civile pour éviter la survenance de ce risque. Et l'exemple pratique ou l'exemple d'application, c'est dans la loi cadre numéro 99-12 portant charte nationale de l'environnement, qui insiste où on trouve une application pratique de ce principe de la précaution. Donc on vient de voir là la prévention de la réparation, la prévention de la prévention, la fonction de la réparation, la fonction de la prévention, et il nous reste la fonction de la punition, paragraphe 3, punition. Donc la fonction de la punition, ça existe aussi en droit de la responsabilité civile, et là on parle d'une peine privée à caractère pécuniaire. Sachant d'abord, lorsqu'on parle de la punition ou de la sanction, on est en droit de la responsabilité civile. C'est-à-dire on est en matière civile, pas en matière pénale. La sanction, la punition en droit pénal, c'est l'emprisonnement, donc soit une amende. L'amende, c'est la somme d'argent versée à l'État. Mais le dommage et intérêt, c'est une somme d'argent versée à la victime. Dans la différence entre dommage et intérêt et amende. Donc on parle de la punition en matière civile. Donc lorsqu'on répare le dommage causé à la victime, le responsable subit lui-même une peine privée. En quoi consiste cette peine privée? Le fait de payer une somme d'argent s'analyse comme une peine pécuniaire. Une peine pécuniaire dans la mesure où on va constater, lorsqu'il va verser de l'argent, un appauvrissement patrimonial. Il aura moins dans son patrimoine. Il paye de l'argent, c'est comme une sorte de peine privée de la personne qui est condamnée à réparer le dommage. Donc on va essayer de le punir. Donc mais punir matériellement certains appauvrissements. Il se trouve que la réalité montre certaines situations qu'on appelle les cas de la faute lucrative. Dans la faute lucrative,
le responsable peut s'enrichir de sa faute. Comment ça se fait? L'auteur d'un dommage qui est condamné pourtant à le réparer, alors même avec cette condamnation de réparation, même avec le versement de l'argent, il tire de son comportement illicite un intérêt ou un profit bien supérieur au dommage causé. Donc, par sa faute, par cette faute qu'on appelle une faute lucrative, il va tirer un profit, il va gagner de l'argent par exemple, il va gagner 500. La condamnation va être condamné à payer 200. Parce que la réparation, elle répare le préjudice, mais lui, il profite. Et ce qu'on appelle la faute lucrative. La perte subie par le versement d'une indemnisation à la victime est largement inférieure, ce qu'il a perdu le responsable, inférieur au profit, au gain tiré de son comportement illicite. Donc toujours l'exemple parfait qu'on a, c'est l'exemple des délits de presse. Un journal qui va révéler par exemple des choses relatives à la vie privée d'une personne célèbre alors qu'il n'a pas le droit, et ça constitue une atteinte à la vie privée, donc s'il va lui causer un dommage. Donc certes, il va le réparer, et on peut le condamner à réparer le dommage matériel, le dommage moral, mais par cette révélation, par cette faute, ce qu'on appelle la faute lucrative, par ce comportement illicite, il va gagner de l'argent, c'est-à-dire il va multiplier la distribution de son journal, et par cela ce qu'on appelle une faute lucrative. Alors qu'on a en droit de la responsabilité civile, on a un principe qu'on appelle la réparation intégrale, c'est-à-dire on répare le préjudice, rien que le préjudice. Donc par rapport pour la victime, on ne l'a réparé que le préjudice. Déjà on a parlé que parfois dans certaines situations, c'est difficile de parler d'une réparation complète. Et on a cette situation de ce qu'on appelle la faute lucrative. Raison pour laquelle, en face de la faute lucrative, on a ce qu'on appelle les dommages et intérêts punitifs, par exception au principe de la réparation intégrale. Cela normalement n'existe pas en droit français ou en droit marocain, mais dans la théorie juridique, notamment en droit anglo-saxon, cette pratique de dommages et intérêts punitifs existe bel et bien. Donc cette dommage et intérêt punitif, donc elle répare en même temps le dommage et elle vise à sanctionner la faute. Donc c'est contrairement au système juridique, comme je viens de le dire, français, qui applique strictement ce qu'on vient d'énoncer par rapport au principe de la réparation intégrale, notamment en droit anglo-saxon, consacre ce principe ou cette modalité de dommages et intérêts punitifs. Le dommage, donc la somme d'argent versée à titre d'un dommage et intérêt, donc elle excède, c'est-à-dire elle dépasse le montant des préjudices subis par la victime. Donc c'est ce qu'on vient de. Donc normalement, pour bien comprendre, normalement la réparation, elle doit être en équivalence avec le préjudice. Le dommage et intérêt punitif, c'est-à-dire que la réparation dépasse ou excède le préjudice subi par la victime. Voilà ce qu'on veut dire par le dommage et intérêt punitif qui existe bel et bien dans les pays de common, c'est-à-dire en Angleterre, aux États-Unis ou d'autres pays, et qui n'existe pas totalement en droit français. Donc voilà les trois fonctions de la responsabilité civile: la réparation, la prévention et la punition. Donc fin de la séance numéro 2, la séance prochaine, on va entamer le chapitre 2e relatif au domaine de la responsabilité civile.